Les enjeux du Forum international des bois tropicaux de Shanghai, tenu récemment en Chine, seront évoqués dans ce journal. Les différentes stratégies mises en place par les participants pour mieux valoriser les forêts seront ainsi connues à travers la participation du ministre en charge de la forêt, le professeur Li White. Célébration ce jour de la journée consacrée à la lutte contre la poliomyélite au Gabon. Quelle stratégie préconisée par les pouvoirs publics pour éradiquer cette pathologie? Les spécialistes dévoileront les mécanismes mis en place. Fermeture de certaines grandes écoles et universités privées du pays. La nouvelle est tombée après un scanner effectué par la commission technique du ministère de l'Enseignement supérieur. Une situation qui suscite moult réactions que Patrick Nzorubekal se fera le plaisir de décortiquer dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. Activité présidentielle en ouverture de cette édition d'information. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a présidé ce matin la cérémonie de signature de convention portant construction de la Transgabonaise et du barrage hydroélectrique de Kingélé-Aval. C'est la société Méridienne qui est chargée des réalisations. Priska Mougoula, Armand Moupédé pour plus de précisions. C'est une cérémonie de signature de convention de 2 projets d'envergure, en partenariat public-privé. En présence du président de la République, Ali Bongo Ondimba, la partie gabonaise, représentée ici par les 2 membres du gouvernement, vient de concrétiser avec Méridiam le premier projet portant sur le réaménagement et l'exploitation de la Transgabonaise. Monsieur le Président de la République, nous avons l'insigne et respectueux honneur de nous retrouver ce jour devant votre Excellence pour la signature de contrat de partenariat devant lier l'État gabonais à la société autoroutière du Gabon, relatif au réaménagement et à l'exploitation de la route économique baptisée la Transgabonaise. Le second, tout aussi important pour le développement de la nation, met en exergue la construction du barrage hydroélectrique de Kingélé-Aval. Une réalisation qui vise à couvrir l'ensemble des besoins énergétiques du réseau interconnecté de l'estuaire par une offre compétitive et durable. Il faut noter que Méridiam est une société d'investissement spécialisée dans le développement, le financement et la gestion des projets publics d'infrastructures à long terme et durables. Le président de la République qui s'est par la suite entretenu avec les responsables de Méridien et GSEZ, 2 partenaires des projets de réaménagement routier de la Transgabonaise et de la construction du barrage hydroélectrique Kingélé-Aval, 2 projets qui visent la création de 3000 emplois directs et indirects. On retrouve Priska Mougoula et Armand Moupédé. La Transgabonaise et le barrage hydroélectrique de Kingélé-Aval, 2 projets structurants qui ont constitué la trame de la rencontre entre le chef de l'État, Ali Bongo, et le responsable de Méridiam, avant la signature de partenariat entre l'État gabonais et cette société créée en 2005. Les 2 partenariats que nous avons signés ce matin sous la présidence du président de la République qui a donc assisté à cette cérémonie, sont 2 projets importants pour le développement du Gabon et pour la diversification de son économie. Sur le plan social, ce projet sera salvateur, d'autant plus qu'il va lutter contre l'exode rural, plus que les populations pourront produire localement et évacuer les vivres. Aussi, il faut dire que ce projet est un projet qui va beaucoup nous apporter dans le sens où il va faciliter la mobilité des biens et de personnes. C'est un pas concret, un pas en avant. C'est un investissement qui est structurant. Nous pourrons avoir donc une énergie propre, il faut vraiment le souligner, stable et surtout permettra à la République gabonaise d'inverser progressivement son mix énergétique et aussi améliorera à terme le compte d'exploitation de la SEG afin de permettre à cette importante société de continuer à se développer et de pouvoir venir répondre aux besoins de nos compatriotes. Long de 780 km, la Transgabonaise permet l'interconnexion de 5 provinces sur les 9 que compte le Gabon. C'est l'un des plus grands chantiers du président de la République après la route Omboué-Port-Gentil. Le barrage hydroélectrique de Kingélé-Aval sera érigé sur la rivière Mbey à Kango, dans l'estuaire. Celui-ci se situe en aval des 2 centrales hydroélectriques existantes de Chimbélé et de Kingélé.
Vous le savez, depuis mercredi 23 octobre 2019 se tient à Sochi, en Russie, le premier forum Russie-Afrique. Les travaux qui doivent prendre fin aujourd'hui ont permis aux participants d'aborder plusieurs questions d'ordre sécuritaire, mais aussi économique. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogebe-Kalé, a fait entendre la voix du Gabon. Jacques Fourier-Mangomba, l'Inserge Yéni. Les dirigeants du continent africain prennent part pour la première fois à ce type de sommet avec la Russie. De nombreuses discussions liées à l'économie étaient au centre de l'événement. Permettez-moi tout d'abord de m'acquitter de l'agréable devoir de vous transmettre les chaleureuses et amicales salutations de son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, qui m'a fait l'insigne honneur de me charger de le représenter à ce premier sommet Russie-Afrique, sommet destiné à rechercher les meilleurs moyens de renforcer la coopération multiforme entre le continent africain et la Fédération de Russie. Le Gabon, reconnu mondialement dans ce domaine à travers la vision du président Ali Bongo Ondimba, a par la voix du Premier ministre Julien Kogebe-Kalé plaidé pour la concrétisation des décisions de ce forum. Le thème du forum économique, à savoir Russie-Afrique, en découvrant le potentiel de la coopération, est révélateur de notre souhait à tous de renforcer nos liens économiques par la mise en œuvre de projets communs. À mon sens, la nouvelle ère de coopération que nous appelons de tous nos voeux ne devrait pas se limiter aux seuls aspects économiques et commerciaux, mais devrait également s'étendre à la collaboration dans les domaines aussi divers que le social, l'humanitaire, ainsi que dans le développement des programmes en faveur de la jeunesse et des générations futures, sans omettre la question de l'environnement et du développement durable. Le chef du gouvernement a suggéré le respect de la gouvernance, du développement durable, du capital humain et des infrastructures. À l'ouverture des travaux, le président russe a souhaité pour sa part doubler les échanges de la Russie d'ici à 5 ans. Plus de 47 chefs d'État ont pris une part active à ces assises. 60 ans de relations russo-africaines. Le pays hôte se positionne en partenaire fiable du continent. Dans ce récit, Guifrène Dongbian revient sur les objectifs véritables de ce sommet. Frontalier aux pays d'Europe, d'Asie, des océans Pacifique et Arctique, la Russie est la plus vaste nation du monde. Le pays s'étend sur 9000 km pour une superficie de 17 millions de kilomètres carrés. La Russie dispose de ressources minières, le fer, le nickel, le diamant et des ressources énergétiques abondantes telles que le pétrole et le gaz. C'est l'un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux. Depuis plus de 46 ans, le Gabon et la Russie entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. Le sommet de Sochi devrait permettre aux deux pays de nouer des partenariats dans les secteurs hydrocarbures et l'agriculture. Depuis quelques années, la Russie est disposée à accompagner le Gabon dans la production du pétrole et dans l'agroalimentaire. La diversification de l'économie gabonaise à travers la transformation locale du bois, par exemple, et la création des services sont des atouts du Gabon pour attirer des investissements russes. La formation, la sécurité et la défense ne sont pas en reste dans les partenariats à venir. Toujours hors de nos frontières, le ministre de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres, le professeur Lee White, prend part au forum de l'Association technique internationale des bois tropicaux organisé en Shanghai, en Chine. Le ministre a rappelé les mesures prises par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour préserver le patrimoine naturel du Gabon. Le récit est signé Eric Zengi Badinga. Le Forum international des bois tropicaux de Shanghai est un événement de savoir-faire et de partage d'expériences qui vise plusieurs objectifs majeurs. Accroître la visibilité des forêts productives, en l'occurrence leur contribution à l'atténuation du changement climatique, et encourager le commerce international lié à l'offre du bois à travers le monde. Au moment où le président Ali Bongo Ondimba a été élu en 2009, seulement 15% du bois gabonais a été transformé sur notre territoire. Malgré le fait qu'à l'époque, le code forestier exigeait que ce chiffre se situe à 60%, le Gabon était toujours dans un modèle économique basé sur l'exportation des matières premières brutes, sous-évaluées et non transformées pour alimenter le développement hors du continent. Face à ce constat, le président Ali Bongo Ondimba a pris une mesure courageuse et déterminante qui a consisté à interdire l'exportation du bois non transformé et a parallèlement créé une zone économique spéciale au sein de laquelle des avantages fiscaux ont rendu l'investissement du bois très attractif. Il a ensuite mis en place un plan national climat. Le professeur Lee White a présenté la vision du Gabon qui projette de poursuivre la transformation du bois, coupé de façon naturelle dans nos forêts naturelles, et de créer des plantations forestières qui, à terme, produiront 4 à 5 fois plus de volume de bois.
Cela permettra de multiplier notre économie du bois par 10 et créer 50 000 emplois supplémentaires dans le secteur forestier. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la poliomyélite. Cette journée nous permet de faire le point sur la situation de la polio au Gabon. Combien de cas décelés dans notre pays? La polio s'est-elle stabilisée au Gabon? Autant de questions que nos reporters Léa Bifane et Cédric Zendon ont tenté de répondre. Considérée comme une maladie paralysante, la poliomyélite affecte généralement les enfants de moins de 5 ans. Avec la vaccination, cette pathologie peut être évitée. C'est d'ailleurs la stratégie adoptée par le Gabon. L'organisation des campagnes de vaccination est une des stratégies. La surveillance des cas de PFA est une autre stratégie. La vaccination des enfants est une autre stratégie. La riposte, si vous avez un cas, donc c'est-à-dire vacciner si un cas est confirmé, est une autre stratégie. Donc nous sommes toujours dans la lutte. Nous continuons à vacciner les enfants. Pour éradiquer la polio, le gouvernement gabonais a mis en place une vaste campagne de sensibilisation. Le dernier cas de poliomyélite au Gabon a été notifié en 2011. Donc depuis 2011, le Gabon n'a plus de cas de poliovirus sauvage notifiés ni confirmés par les laboratoires. Mais la surveillance des paralysies flasques aiguës, qui est l'un des symptômes qui nous amène à penser à la polio, continue. Cette année, nous continuons les autres stratégies, notamment la surveillance des cas de PFA et la vaccination des enfants de moins d'un an. Donc c'est pour cela que nous demandons aux parents de contrôler le statut vaccinal des enfants afin de les protéger contre cette terrible maladie qui est handicapante. Le virus de la polio peut ainsi causer des dégâts irréversibles. La poliomyélite est une maladie contagieuse. La contamination se fait de personne à personne. Notamment, c'est une maladie des mains sales. Souvent, le traitement il est symptomatique, il est palliatif par rapport aux handicaps causés. Donc, il n'y a pas de traitement pour dire que lorsqu'un enfant est paralysé, cet enfant va redevenir comme il était avant. Grâce aux efforts du gouvernement, la situation de notre pays est plutôt stable. Pour la petite histoire, la journée mondiale de la poliomyélite a été instaurée en hommage à Jonas Salk, inventeur du vaccin contre cette maladie. On reste dans le même domaine, c'est-à-dire la santé. À quelques jours de la clôture du programme Octobre Rose, le ministre de la Santé, Max Limoukou, a effectué une tournée dans les centres de santé retenus pour les dépistages des seins et du col de l'utérus. Ce sont donc 13 centres qui ont vu la présence de la tutelle, l'occasion pour ce dernier de constater l'effectivité de ces dépistages. Betty Andjembe, Gérard Magnagna. Max Limoukou, hors de son cadre de travail habituel. Le patron de la santé a procédé à la visite des 13 centres d'unités de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. Des salles de dépistage en passant par celles de gynécologie et de maternité, le ministre a pu s'imprégner du fonctionnement de ces services. Depuis que nous avons commencé, nous avons reçu au total 155 femmes, donc en moyenne 10 à 15 par jour. Et donc sur les 155 femmes, nous avons eu 6 lésions suspectes du col, chez qui nous avons demandé des examens complémentaires. Nous sommes en train des résultats. 6 lésions suspectes du sein. Effectivement, nous avons également fait une biopsie. Et nous avons reçu 3 personnes qui viennent de l'intérieur des références. À son arrivée au centre hospitalier universitaire de Libreville, le ministre de la Santé a pu assister à une séance de dépistage, objet même de cette tournée. L'objectif, c'est de voir, bien me rassurer si toutes les instructions qui ont été données sont bien suivies. L'activité se déroule dans de très bonnes conditions. J'ai constaté que nos structures périphériques, notamment les centres de santé, sont fréquentés. Parmi les sites retenus pour la circonstance, on compte entre autres le dispensaire de Kala, le centre de santé de Lui, celui de Nzengayon, les 2 hôpitaux de coopération sino-gabonaise et égypto-gabonaise. Il y a aussi le centre hospitalier universitaire de Libreville, celui d'Ovendo et la fondation Jean Ebori, mère et enfant. L'actualité au Gabon est aussi marquée par la dernière sortie de la commission technique d'évaluation des établissements supérieurs privés. Après avoir passé au scanner ces structures, elles viennent livrer ses conclusions, des conclusions qui suscitent moult réactions auprès de certains responsables. Elan Bekita, Thierry Aldo Mondaka.
La nouvelle est tombée comme un coup de couperet. Les grandes écoles et universités privées exerçant dans le secteur de l'enseignement supérieur non conformes aux normes doivent cesser leur activité académique. Une situation qui laisse perplexe certains promoteurs. Mais chaque année, nous faisons un rapport sur chaque mission qui se passe. Nous n'avons jamais vu un rapport écrit d'une mission d'inspection qui passe. Nous remplissons à chaque fois les fiches, nous cochons les fiches. Mais je ne fais même pas de reproche, il y a un dysfonctionnement. La situation est grave au point que certains responsables d'école ont les nerfs à fleur de peau. La mesure vise à rehausser le niveau des apprenants et améliorer la qualité des enseignements. Il y a une opinion qui peut penser que les établissements qui ont été indexés ne sont pas bons. Or, je pense que c'est une lecture, il faut avoir une lecture plus ou moins fine et nuancée de ce qui a été dit. Il y a certains établissements à qui on a demandé juste des précisions, notamment en ce qui nous concerne, par exemple, sur le corps professoral. Il y a certains qui ont des problèmes en termes de documents de création et qui leur permettent d'exercer dans ce domaine-là. La décision qui vous permet de compléter vos dossiers est c'est transitoire vers une amélioration, vers une uniformisation. C'est une rentrée universitaire qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Notre investigation nous conduira prochainement auprès de la commission technique du ministère de l'Enseignement supérieur afin d'être édifiés sur la gestion du passif, notamment la réorientation des étudiants dont certains sortent en fin de cycle, quand on sait le coût financier de la formation au Gabon. Je vous ai annoncé en titre la présence de Patrick Nzorbekal sur ce plateau pour décortiquer avec nous cette actualité. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Moult réactions, des responsables contents, d'autres malheureux. Que dire face à cette situation? Alors, avant de pointer effectivement ces différentes réactions, il faut d'abord dire que la commission d'évaluation de l'enseignement privé, qui est chargé d'évaluer l'établissement supérieur, c'est-à-dire universités et grandes écoles, s'est d'abord prononcé sur la base d'un certain nombre de critères qui sont à la fois d'ordre pédagogique, d'ordre technique et d'ordre juridique et juridico-administratif. Globalement, il s'agit d'une 50aine d'établissements qui ont été évalués, qui ont été passés au scanner, pour reprendre votre terminologie. Il en ressort globalement un constat de carence, des dysfonctionnements en matière d'encadrement pédagogique, des dysfonctionnements en matière d'offres de formation. Certains, les membres, les commissaires, ont notamment noté le manque de profil dans certains établissements visités, mais aussi un encadrement jugé peu adapté aux normes universitaires, notamment au nouveau système master-licence. Plusieurs étudiants qui étaient dans ces établissements, que deviendront ces étudiants? Effectivement, c'est la grande interrogation qui ont été adoptées. La mesure suscite bien entendu des grincements de dents de la part des promoteurs qui disent ne pas avoir été suffisamment informés. Vous avez entendu un promoteur tout à l'heure se plaindre de ce que son établissement n'a jamais reçu de rapport d'évaluation ou de la part des inspecteurs. C'est-à-dire que les arguments sont tranchés, mais il n'en demeure pas moins vrai que l'État a obligation de résultats, obligation de normer. Et c'est là l'intérêt de ce processus qui vise véritablement à enclencher dans l'enseignement supérieur un saut qualitatif. C'est l'objet de cette nouvelle mise aux normes. Il reste que, en ce qui concerne des étudiants et des apprenants, la question se pose. Il y a des étudiants là-bas qui sont en licence, c'est-à-dire qui terminent leur formation. Que va-t-on faire de ce lot d'étudiants? Entendu que leurs parents se sont acquittés des frais de formation. C'est entendu également que certains sont en fin de cycle, notamment en master. Alors, que va-t-on faire des diplômes que certains ont déjà obtenus? C'est toute la problématique qui tourne autour de cette opération. Mais l'État a quand même décidé d'accompagner certains établissements. Donc, certaines grandes écoles ne sont pas automatiquement fermées.
Tout à fait. Certaines écoles ne sont pas automatiquement fermées. On leur appelle tout simplement à se mettre aux standards, aux normes de l'enseignement supérieur, des normes qui sont universelles et que le Gabon a l'obligation de respecter. Donc, pour plus de détails sur cette actualité, je pense, Patrick, avec Charles Obamondo, il y aura un plateau ce soir, après, dans le cadre de nos programmes. Nous espérons que ce plateau ne puisse avoir lieu, mais on nous informe d'ores et déjà que le plateau a été reporté pour des raisons à la fois techniques et administratives. Merci, Patrick, d'être passé sur le plateau de Gabon Première. La suite de cette édition d'information. En séjour récemment dans la province du Wellington, le ministre de l'Éducation nationale, Michel Mengamesson, a visité à Oyem un atelier de fabrication de tables-bancs laissé depuis quelques années à l'abandon. Retrouvons Rodolphe Mukambimboma. Plus rien ne fonctionne ici. Cet atelier construit par le Corps de la Paix dans le cadre du programme d'équipement scolaire n'est plus que l'ombre de lui-même. Propriété du ministère de l'Éducation nationale, la structure quasiment à l'abandon reçoit aujourd'hui la visite des premières autorités de ce département ministériel. J'ai profité de la tournée de monsieur le ministre de l'Éducation nationale de la province du Wellington pour lui montrer cet atelier. Actuellement, aucun travail ne se fait là-bas, mais les ouvriers sont là et les machines sont également bien gardées. Mais sauf que le local qui abrite les machines a subi un coup d'ouragan, de sorte qu'une partie de la toiture a été endommagée. Le passé de cet atelier est pourtant élogieux. Il produisait des centaines de tables-bancs capables de couvrir les besoins de toute la province du Wellington. Autant où fonctionnait cet atelier, au niveau provincial, nous n'avions pas de problème en table-banc. Donc ce que je souhaiterais, c'est que dans un premier temps, on reconduise le budget de fonctionnement de cet atelier et que les travailleurs rentrent de nouveau dans leur salaire habituel pour que l'usine reparte d'un bon pied. La reprise souhaitée des activités de cette structure permettra non seulement de redonner l'emploi au personnel contraint au chômage depuis quelques années, mais aussi et surtout de répondre plus promptement à la demande en table-banc dans les établissements de la province septentrionale. Le ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique qui porte à la connaissance des bacheliers session 2017-2019, prioritairement des séries technologiques STI, STT, ainsi que des séries d'enseignement général ABC et D, que le concours d'entrée en première année du cycle BTS à l'Institut de technologie d'Ovendo, ITO, sera organisé au centre unique d'Ovendo, situé dans l'enceinte de l'ITO, le samedi 26 octobre 2019. Pièces à fournir, photocopie de l'acte de naissance ou jugement supplétif, photocopie légalisée de l'attestation de réussite au baccalauréat, une photo d'identité couleur, un formulaire d'inscription à retirer à l'ITO, une quittance de paiement des frais de participation, une chemise cartonnée avec élastique, frais d'inscription 20 000 à verser à l'agence comptable CISO CFPP à Basile Ondimba à Ouloumi. Les frais d'inscription ne sont pas remboursables. Le ministre de l'Éducation nationale, à travers l'IPN, Institut pédagogique national, impose une programmation, une orientation des cours, allais-je dire, chaque année scolaire qui doit être appliquée à quelques établissements implantés sur le territoire national. Qu'en est-il exactement sur le terrain? Tentative de réponse avec Ghislaine Andemaseko et Chrislin Maïnda. Les cours viennent de prendre effet dans les établissements de la capitale. Du premier au second cycle, les élèves se bousculent au portillon pour aller à l'école, par rapport au programme infligé par le ministère de l'Éducation nationale. Les infrastructures scolaires obéissent aux orientations données par l'IPN. Il n'est pas question de non-respect de programme parce que tous les programmes que nous utilisons sont des programmes qui émanent de l'Institut pédagogique national que nous devons de respecter. Ceux qui, selon votre constat, ne les appliquent pas, ils sont hors normes. Au-delà de ces orientations, ce sont les conseillers pédagogiques qui sont habilités à contrôler le respect et la mise en pratique des cours administrés. Nous avons l'inspection générale des services qui contrôle la conformité par rapport à ces programmes. Est-ce que ces programmes sont bien exécutés? Et ce travail est fait au niveau de l'inspection générale. Nous regardons
avec nos conseillers pédagogiques, avec nos inspecteurs, ces programmes qui sont donnés dans les établissements, est-ce que les progressions sont bien suivies? Par ailleurs, à la direction académique provinciale, les dés viennent d'être jetés. Les concernés vont assurer au moment venu. Il y a de l'amalgame dans d'autres établissements privés qui ne sont pas reconnus d'utilité publique. Pour le moment, nous n'avons pas encore vérifié cette situation. La programmation des cours est homogène dans les établissements publics et privés sur le territoire national. Éducation, on y reste. L'école Sainte-Anne, sise à la gare routière, a reçu la visite de l'Association des jeunes Africains déterminés à émerger dans leur bagage un don d'équipement constitué de tables-bancs et de tableaux pour soulager l'administration. Annie Konkasa, Tanguy Tsaka. C'est parce que l'école catholique Sainte-Anne, dans la commune de Libreville, présente des difficultés d'ordre matériel et fonctionnel que l'Association des jeunes Africains déterminés à émerger est venue offrir des chaises, des ventilateurs et des tableaux au personnel enseignant. Nous avons recensé il y a 2 semaines de cela, devant Madame la directrice, un problème de tableaux et de chaises, avec aussi les splits qui sont en état un peu défectueux. Donc nous sommes là aujourd'hui pour ça. Un geste très apprécié par les responsables de cet établissement. Notre école souffre de beaucoup de mots. Donc s'il faut prendre un cahier, celui de 2 pages sera petit. On ne peut pas faire étalage de tous les mots dont nous souffrons ici aujourd'hui. On ne peut qu'encourager la JAD, qu'ils aillent de l'avant comme ils ont commencé. Ce sont les jeunes et je vois qu'ils sont vraiment dynamiques. Ils sont dynamiques par rapport à ce que j'ai vu, pas entendu, parce que ça fait seulement 2 semaines qu'ils sont venus visiter mon établissement. J'ai posé des problèmes. Aujourd'hui, c'est la réalité. Cette association qui œuvre pour l'amélioration du bien-être des populations gabonaises compte élargir son champ d'action à l'intérieur du pays. L'actualité à l'intérieur du pays, dans la province du Haut-Ogooué, précisément à Franceville, il est question de la rentrée judiciaire de la Cour d'appel, une occasion pour le premier président de fixer le cap pour cette année. Jean Romano Olubaluba, Fabrice Lembomba. Dans la salle des audiences du palais de justice, la cérémonie a débuté par la présentation des magistrats promus à la Cour d'appel de Franceville. Occasion pour le premier président de dire que cette cérémonie marque aussi la rentrée 2019-2020 de la juridiction. François Nguiad a ajouté que sa juridiction est le prototype de la continuité du service public en ce que les hommes passent, mais les institutions restent. Vous savez mieux que quiconque que tous ceux qui souffrent accusent. Et tous ceux qui pleurent dans l'individu saignent dans la société. Au carrefour de tous les conflits, de toutes les frustrations, de toutes les mises en cause, nous sommes les premiers témoins du grattement des routines. Nous sommes les premiers témoins de l'éclosion des colères. Notre tâche est certes difficile et exigeante, mais elle est belle. Au nombre de magistrats installés, on note le procureur général près la cour d'appel Edi Minang, le président des chambres Lilia Okinda Paterne, conseiller Carole Zamban Ziengi et les substituts généraux Kamad Dani et Brice Mangono. Les magistrats chevronnés et nantis d'une grande expérience professionnelle. Auparavant et dans le même esprit, le procureur général a reconnu la complexité et la sensibilité de sa nouvelle charge. J'envisage d'être un procureur général de proximité, mais tout en étant très exigeant. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs autorités politico-administratives et judiciaires, en tête desquelles le préfet de l'Ampassa, le maire de la commune de Franceville, l'évêque du diocèse de Franceville et le consul général du Congo, Brazzaville. Retour à Libreville, accompagner les jeunes diplômés sur le marché de l'emploi est le principal objectif de Vivo Énergie Gabon dans son programme d'accompagnement dénommé Jeunes Talents édition 2019-2020. 9 talentueuses ont retenu l'attention du jury. Andy Tongi, Gérard Magnagna. C'est au tour du Gabon de lancer le programme Jeunes Talents. C'est donc depuis le 17 octobre dernier que 9 étudiants sur 15 attendus, issus des différents établissements supérieurs de toutes les filières confondues, ont été sélectionnés pour un stage d'immersion de 1 an au sein de Vivo Énergie Gabon. Vivo Énergie a su se focaliser sur les problèmes des jeunes et prendre des résolutions grâce au programme dénommé Jeunes Talents, par lequel nous croyons qu'il parviendra à faire ses preuves, comme c'est le cas pour la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est une occasion exceptionnelle qui vous est offerte pour côtoyer le monde du travail,
Ce que vous deviendrez à l'issue de ce stage d'immersion d'une année ne dépendra que de vous. L'objectif visé est de développer d'une part leurs compétences par une application pratique de leurs acquis académiques et d'autre part d'augmenter l'employabilité de jeunes diplômés gabonais. Le chef de l'État, dans une interview, a dit que c'était un crime d'offrir une formation à un jeune si cette formation n'avait pas pour objectif ultime un emploi. Tout ce qui devra se faire maintenant n'a aucun autre objectif qu'offrir des emplois à nos jeunes talents. Toutes les félicitations de Madame le ministre pour avoir traversé toutes les embûches liées au parcours qui vous conduit à être retenu au sein de l'entreprise Vivo pour votre immersion. Un programme rendu possible grâce à l'appui de l'incubateur JE Gabon, l'Office national de l'emploi, sans oublier le personnel de Vivo Énergie Gabon. Suite au dilemme qui oppose les commerçants aux agents contrôleurs, le maire de la commune de Libreville, Léandre Zué, vient de recevoir le syndicat des commerçants. Au menu des discussions, la question de taxes municipales et des contrôles répétitifs des agents. Larding Mamba, Alexandre Kogui. Une réunion aux allures de vérité et de clarification, accusés à tort ou à raison sur les assauts répétitifs des agents contrôleurs auprès des épiciers. Le maire de Libreville, Léandre Zué, a reçu le syndicat des commerçants de Libreville afin de faire la lumière sur la question des taxes municipales. La réunion a été fructive, il y a eu des accords verbaux qui ne sont pas écrits et qui permettront qu'il y ait un contrôle de suivi. La mairie va s'engager à suivre ces commerçants pour qu'il n'y ait plus de malgames sur le terrain. Qui est habilité à faire des contrôles, ces questions les commerçants, qui fustigent la multitude d'interventions qu'ils subissent au quotidien. Vous avez le commerce, vous avez la Gaza, vous avez la DGCC. Alors, toutes ces institutions émanent des commerçants et les commerçants émanent de ces institutions-là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais nous, dans le temps, avant qu'une institution pénètre dans le marché, il fallait qu'ils envoient leur ordre de mission à monsieur le maire de la commune de Libreville. C'est ce que le maire doit exiger. Le maire doit exiger qu'avant qu'Agaza rentre sur le terrain, il faut qu'il y ait l'ordre de mission. Avant que la DGCC vienne sur le terrain, il faudrait qu'il y ait l'ordre de mission. Vous avez aussi cette histoire du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, ils ont fini de nettoyer l'hôpital pour venir contrôler les commerçants sur le terrain. Est-ce qu'ils ont fini de nettoyer l'hôpital? Les commerçants plaident pour des ordres de mission émanant de la mairie de Libreville afin d'éviter l'amalgame au sein des agents contrôleurs. En bref, en sport, reçu en audience par le ministre en charge des sports, le vice-président de la Fédération gabonaise de football, Robert Mangolo, est allé faire le point des futures rencontres des Panthères du Gabon qui affrontent le 14 novembre 2019 à Kinshasa les Léopards de la RDC et 3 jours plus tard à Franceville les Palancas Negras d'Angola. Ces deux confrontations rentrent dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Profitant de cet instant, les deux personnalités sont revenues sur les deux rencontres amicales disputées contre le Burkina Faso en France et le match à Tanger. Nous y reviendrons plus amplement. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h, Cabrel, Guilain, Les Mamies. Demain, Kenny Kanga Boussamba se fera le plaisir de vous informer. Moi, je vous dis à très prochainement sur Gabon Première.